La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres de cette édition. Les représentants de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont à Lomé depuis ce matin pour trouver une stratégie pour insuffler une nouvelle dynamique aux PME et start-up de la zone, des maillons importants dans l'économie du continent qu'il faut à tout prix soutenir. Et puis de son côté, l'UEMOA a mise sur l'énergie solaire pour booster l'agriculture des 8 États membres. Une manière de promouvoir l'énergie propre pour une agriculture durable sur le continent. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. D'abord, cette information pour débuter ce journal. Les membres de l'opposition nommés par l'Assemblée nationale pour siéger à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et qui devaient prêter serment ce jour devant la Cour constitutionnelle, n'ont pas répondu présent. Et ceci malgré les dispositions prises par le président de la Cour constitutionnelle. Ces membres de l'opposition n'ont non plus signalé leur absence à cette cérémonie de prestation de serment. Et toujours dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales, je vous donne lecture de ce communiqué de la CENI. Dans le cadre des élections législatives du 20 décembre 2018 et conformément à l'appel à candidature en date du 8 novembre 2018, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les candidats que les dossiers complets de candidature peuvent continuer à être déposés tous les jours à la CENI et ce jusqu'au 19 novembre 2018 à minuit. Les promoteurs des start-up, responsables de banques, bailleurs de fonds d'Afrique de l'Ouest sont à Lomé depuis ce matin pour échanger sur les questions liées au financement des PME et start-up, ces nouvelles entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Une rencontre qui va leur permettre de trouver les stratégies les meilleures pour garantir l'accès au financement de ces petites et moyennes entreprises qui pèsent lourd dans la balance de l'économie de la sous-région. Des précisions avec Mary Agbo et Dodo Wari. Priorité, la commission de l'UEMOA s'est engagée à expérimenter l'utilisation de l'énergie solaire thermodynamique. L'accès au financement reste un problème majeur pour les petites et moyennes entreprises et les start-up en Afrique. Pourtant, elles créent des emplois, répondent à certains besoins locaux et sont porteuses de nouveaux modèles économiques. Les défis à relever sont donc énormes et vont entre autres de l'absence de fonds propres aux PME, au faible accompagnement des banques. Les grands défis s'insèrent essentiellement dans le contexte de la gestion des risques par les institutions de financement et par une meilleure compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises de notre espace ouest-africain. Il faut dire que les banques ont cette facilité à utiliser leur ratio pour pouvoir déterminer s'il faut accorder un crédit à une PME ou non. Les PME aussi ont montré leur inefficience par la qualité des promoteurs, par la qualité des produits et des services qu'elles offrent, ce qui nécessite un meilleur accompagnement de ces PME pour les rendre crédibles au niveau des institutions de financement. De l'autre côté, les structures d'accompagnement des PME vont prendre également l'engagement d'accompagner ces PME pour un remboursement efficace et efficient des crédits. Cette rencontre sous-régionale va permettre d'évaluer le poids des start-up et des PME dans le tissu économique de l'Afrique de l'Ouest et les stratégies à développer pour un meilleur financement de ces entreprises. L'accent est mis sur l'environnement juridique, sociopolitique et sécuritaire nécessaire pour la stabilité du secteur privé et des mesures de garantie pour les investisseurs. Beaucoup d'idées ne sont pas réalisées à cause de cette manque aux ressources financières et nous, comme fondation politique, on a les moyens, on a la volonté de donner aux acteurs différents une telle plateforme pour un échange et j'espère aussi pour des solutions.
Si les investisseurs n'ont pas cette garantie qu'on peut aller à la cour s'il y a des problèmes, pourquoi prêter de l'argent, pourquoi risquer leur argent? Ce que l'État peut faire, c'est préparer un cadre juridique où les banques ou des fonds avec du capital soient prêtes de donner cet argent, le financement aux jeunes entrepreneurs, sachant que s'il y a des problèmes, il y a les cours où on peut rattraper l'investissement. Le secteur privé représente 80 à 90% du tissu économique en Afrique. Au Togo, elle représente près de 80% et occupe 84% de la population active. Le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes d'accompagnement et de financement des jeunes qui font leurs preuves auprès des bénéficiaires. Cette initiative de la Fondation Konrad Adenauer vient donc en appui à tous ces efforts qui vont contribuer à la croissance économique du Togo et de l'Afrique. Et parlant de croissance économique, sachez que le port de Lomé s'impose désormais comme leader dans le golfe de Guinée. Au cœur d'un marché de plus de 300 millions de consommateurs, la compétitivité du port de Lomé se révèle être l'une des conséquences des investissements et des efforts d'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Et cette année 2018, Lomé devient le premier port de l'Afrique de l'Ouest devant Lagos et Abidjan, selon le dernier classement d'un analyste néerlandais de renom. Et nous reviendrons sur cette information en détail dans nos prochaines éditions. L'UEMOA s'est engagé, je vous le disais en titre, depuis plusieurs années déjà, à faire de la sécurité alimentaire et nutritionnelle l'une de ses priorités. Et cela passe ainsi par l'expérimentation de l'énergie solaire dans l'agriculture des 8 États de la zone. Et un accord tripartite a été signé pour cela. Et ce matin, à Lomé, les représentants des 3 parties sont ensemble en réunion pour définir ou faire le point des activités déjà menées de chaque côté. Le compte rendu de cette rencontre avec Marie-Reine Abeta et Antoinette Oumao. Va voir. La zone UEMOA connaît depuis 2010 un déficit énergétique qui a amené les chefs d'État et de gouvernement à approuver en 2009 l'initiative régionale pour l'énergie durable. Faisant de la sécurité alimentaire l'une de ses priorités, la commission de l'UEMOA s'est engagée à expérimenter l'utilisation de l'énergie solaire thermodynamique et photovoltaïque pour faire fonctionner les installations d'irrigation, de la pisciculture, la transformation, la conservation et la pasteurisation sans émission du CO2. Ainsi, l'UEMOA, la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, SABER, et Schneider Electric ont décidé de mutualiser leurs efforts pour la réussite du projet régional de développement d'une plateforme agricole intégrée de production, de transformation et de conservation des produits utilisant l'énergie solaire du type microsol. Schneider Electric va fournir la solution de puissance. C'est-à-dire que aussi bien thermique qu'électrique, Schneider va fabriquer des solutions pour pouvoir être utilisées par effectivement les utilisateurs finaux, les agriculteurs, ceux qui font de l'élevage de la pisciculture. Donc les applications, elles sont développées et étudiées par l'UEMOA avec chaque pays, avec les représentants des ministères. Et Schneider a répondu à un cahier des charges qui correspondait à dire comment on peut amener de l'énergie à ces applications. C'est une solution qui comporte des solutions agricoles, des applications agricoles permettant de faire fonctionner des installations solaires dans le cadre agricole. Donc ça va se traduire par une centrale qui sera mise en place dans une localité bien déterminée et qui aura pour mission de fournir toutes ces prestations. Ce projet qui confère à la SABER le titre de maître d'ouvrage consiste à construire dans les 8 États membres de l'Union des centrales multi-énergie permettant d'accroître l'accès des populations rurales à des sources d'énergie pour le développement de leur activité. L'objectif poursuivi à terme est de consolider la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre espace et de contribuer à son développement socio-économique. Ce projet communautaire s'inscrit parfaitement dans le plan national de développement du Togo élaboré sous la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazina Gnazimbe,
qui vise à assurer à l'horizon 2030 à toute la population l'accès à une énergie propre, de qualité compétitive, qui préserve l'environnement en mettant tout en œuvre pour développer un système performant et durable d'approvisionnement en énergie basé sur des initiatives publiques et privées, individuelles et collectives capables de promouvoir le développement économique et social du Togo. Un montant global de plus de 108 milliards de francs CFA, ce projet s'inscrit dans le plan national de développement qui place l'accès à l'énergie comme un des piliers fondamentaux de développement et de la filière agricole au Togo. Agriculture encore, avec le projet de renforcement du système de contrôle et de certificat phytosanitaire pour la filière fruits et légumes qui a été officiellement lancé ce matin à Lomé par le ministère en charge de l'agriculture justement. Il veut permettre ainsi aux différents acteurs de la filière d'améliorer leurs pratiques agricoles, hygiéniques et de fabrication en vue d'un meilleur accès au marché des fruits et légumes de l'Union européenne en provenance de notre pays, le Togo. Les précisions avec Komi Ablé et Luc Assis. Des tonnes de fruits et légumes, surtout les ananas frais et des légumes feuilles, sont exportés par le Togo chaque année à destination des pays de l'Union européenne. Mais ils sont souvent interceptés à la porte des pays de destination à cause des organismes nuisibles de quarantaine, notamment les mouches blanches et les mouches de fruits qui les renferment. Également constaté le non-respect de la réglementation phytosanitaire de l'Union européenne. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'élaboration et la mise en œuvre du projet de renforcement du système de contrôle et de certification phytosanitaire pour la filière fruits et légumes du Togo. Le projet va permettre aux acteurs de la filière de comprendre les exigences en matière de critères d'acceptation des produits, de comprendre les bonnes pratiques à appliquer afin d'assurer la qualité des produits. Le projet va également permettre à l'autorité compétente qui est la direction de la protection des végétaux de se mettre à niveau en matière de contrôle phytosanitaire afin que les produits qu'ils certifient ne souffrent d'aucune insuffisance sur les marchés. L'idée est d'améliorer l'accès au marché aux fruits et légumes en provenance du Togo vers l'Union européenne, ceci en s'assurant de leur qualité pour une diversification des exportations. Divers partenaires soutiennent ce projet pour générer des opportunités économiques au niveau des acteurs de la filière fruits et légumes. Le Collet ACP, c'est dans l'essence même de l'association, c'est de soutenir et de développer le commerce des fruits et légumes avec ses membres des pays ACP et du Togo en particulier. Les entreprises au Togo se développent de plus en plus à l'export, vers l'Union européenne, mais vers les marchés régionaux. On exporte beaucoup d'ananas frais, de légumes feuilles sur les marchés ethniques en Europe par exemple. Il y a des produits transformés aussi de plus en plus, on a les ananas séchés et donc tout ça, ça concourt au développement du commerce vers la sous-région déjà, vers les nouveaux marchés que peuvent être le Moyen-Orient, la Chine ou la Russie et vers l'Union européenne qui est un marché exigeant. Le ministère en charge de l'agriculture veut donc améliorer le cadre réglementaire et juridique du contrôle phytosanitaire et surtout renforcer les capacités des producteurs et exportateurs de fruits sur les bonnes pratiques agricoles, d'hygiène et de fabrication à travers ce projet. Son coût global est estimé à 478 millions de francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale informe les députés que les 5e et 6e séances plénières de la 2e session ordinaire de l'année auront lieu respectivement les jeudis 15 et vendredi 16 novembre 2018 à 9h au siège de l'Assemblée nationale.
Pour une meilleure mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD, le gouvernement togolais veut impliquer tous les acteurs, parmi lesquels les agents de l'administration publique. Pour ce faire, une formation pilote des hauts commissaires, des hauts fonctionnaires s'est ouverte ce matin à Lomé. Une rencontre qui va permettre de manière graduelle de renforcer les compétences des agents de l'administration publique togolaise pour plus d'engagement de ceux-ci dans les actions qui concourent à la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Togo. Félix Simdacha pour le compte rendu. L'engagement a été pris en 2015 par les chefs d'État du monde, l'adoption du programme 2030 et les 17 objectifs de développement durable. Pour la mise en œuvre de ces objectifs, outre les défis liés au financement, l'appropriation est un défi majeur et un préalable nécessaire. Une appropriation par les acteurs impliqués, mais aussi par les cadres des administrations pour une implication et un service de qualité. Pour ce faire, ces cadres ont besoin de formation et d'outils nécessaires à même de les amener à relever ces défis. Il est question de partager des outils de formation entre l'école et l'UNITA, entre l'ENA et l'UNITA, mais mieux à partir de ces outils-là, on cible comment on intègre les ODD dans la gestion des différentes administrations publiques. Donc le public cible, ce sont les secrétaires généraux pour la plupart, qui sont en fait la cheville ouvrière de toute l'administration. Donc on les forme à savoir intégrer les ODD dans leur plan d'action quotidien. Le rôle de la fonction publique elle est vraiment très importante. Donc c'est en principe l'accord sur l'agenda 2030, c'est que les États membres des Nations Unies ils devraient être ceux qui mènent la mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau national. Par contre, on sait aussi que les objectifs de développement durable sont des objectifs qui nécessitent beaucoup de collaboration, partenariats qui vont au-delà du gouvernement également. Pour le secrétaire général, Assou Atissim, représentant le ministre de la fonction publique, l'administration publique a la noble mission de traduire dans les faits les politiques et programmes du pays. C'est pourquoi elle est au cœur de la mise en œuvre de l'agenda 2030 et ses politiques publiques. Raison pour laquelle il a invité les participants à s'approprier les enseignements qui seront donnés pour mieux les répercuter jusqu'au plus bas niveau de la hiérarchie administrative. Et les professionnels des médias sont, eux, à l'école de la justice transitionnelle depuis ce matin à Lomé et c'est parti ainsi pour 2 semaines. Le HCRON, Haut Commissariat à la Réconciliation et à l'Unité Nationale, se prépare ainsi pour entamer la deuxième phase de la mission de réparation et d'indemnisation des victimes. L'institution a donc besoin de la contribution des médias pour pérenniser ensemble ce climat d'apaisement et de réconciliation nationale. Les précisions avec Adolphe Paca. L'on ne finit pas d'apprendre, surtout quand il s'agit des questions sociales comme celle-ci, la justice transitionnelle pilotée au Togo par le Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRON. En pleine préparation de la deuxième phase de réparation et indemnisation des victimes, le HCRON a à cœur de rééditer le succès enregistré à la première phase. Ainsi, le Haut Commissariat reconnaît les acteurs clés de ces résultats, au rang desquels les hommes des médias. La première étape des indemnisations vient de se passer avec brio. Et si on parle aujourd'hui d'efficacité, d'efficience de notre mission, pendant cette étape, c'est bien grâce à vous, journalistes et autres des médias. Nous entamons la deuxième étape et nous attendons de vous encore plus d'engagement, plus d'accompagnement et pour plus d'efficacité à cette mission. C'est le but de cette rencontre. Rencontre de 2 semaines pour outiller davantage ces journalistes dans leur responsabilité à communiquer sur cette problématique de justice transitionnelle dans la dynamique de réconciliation et de l'unité nationale. Le ministre en charge de la communication, Guy Madjelo Réseau, apporte le soutien du gouvernement à l'initiative et exhorte ses collaborateurs à plus d'attention en amont et en aval de ce processus. Chers amis journalistes, vous avez une grande responsabilité devant l'histoire en étant des acteurs et témoins oculaires de la mise en œuvre du volet indemnisation des recommandations du programme de réparation. De vos écrits dépendront dans une large mesure l'accueil que les victimes réserveront à la mission que le chef de l'État a confiée au HCRON. De vos publications
dépendra l'avenir de réconciliation et de l'unité que les Togolais appellent tous de leur vœu. Le HCOUD est soutenu dans cette démarche par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et il est attendu des médias togolais au sortir de cette formation un accompagnement efficace dans la mise en œuvre de ce programme de réparation. Dans le contexte de la semaine de la coopération Japon-Togo, il a été organisé cet après-midi une réunion sur l'aide publique au développement du Japon à travers la JICA. Les différentes interventions de cette institution au Togo ont été présentées ainsi que les perspectives pour la dynamisation de la coopération qui a véritablement démarré en 2011. Les précisions avec Edem Sussupo. L'agence japonaise de coopération internationale JICA a dynamisé ses activités au Togo depuis 2010. Et la première visite en 2011 au Japon du chef de l'État Faure Sozimania Singbe marque le tournant décisif dans les relations bilatérales entre l'Empire du Soleil Levant et le Togo. Entre 2012 et 2017, 30 milliards de francs CFA ont été décaissés pour financer les projets de développement au Togo. L'un des plus grands partenaires du Togo, le Japon, intervient dans 2 domaines prioritaires. Sur 2 axes, nous sommes en train de travailler. Projet phare de notre coopération, c'est surtout n'est-ce pas, construction de 2 ponts jumeaux sur la nouvelle route nationale numéro 17, n'est-ce pas, donc qui a doublé la communication du sud au nord. D'autres projets phares, c'est la construction du pont de la pêche à Lomé, qui va non seulement favoriser de petits paysans, prix à pêcheurs, n'est-ce pas, artisanal, mais aussi ça va permettre de extension davantage du pont commercial de Lomé, etc. Donc, qui va certainement donc renforcer le corridor logistique du Togo. Quant à, n'est-ce pas, donc amélioration du cadre de vie de la population, nous avons réalisé des ouvrages, des infrastructures d'alimentation en eau potable, surtout au milieu rural, en région de Savannah ainsi que le maritime. Etc. Le Japon, à travers la JICA, soutient la mise en œuvre du plan national de développement PND sur la période 2018-2022. Un appui remarquable pour la promotion de la croissance économique durable. Il faut souligner que la coopération avec le Japon à travers la JICA s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre de plans directeurs. Et spécifiquement, dans le cadre de cette coopération, la JICA, en partenariat avec l'Union économique et monétaire ouest africaine, a initié le projet de plan directeur pour l'aménagement des corridors pour la loi de croissance en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de l'élaboration de ce plan directeur, la JICA a travaillé avec les experts nationaux pour proposer un schéma de développement de ce plan directeur qui, au moment de l'élaboration, a également contribué à nourrir les réflexions au niveau de l'élaboration du plan national de développement. Aujourd'hui, le gouvernement a adopté un plan national de développement articulé autour de 3 axes stratégiques avec un focus sur le développement du hub logistique et du centre d'affaires, le développement des pôles de transformation agricole et industrielle et la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Et ces 3 axes stratégiques du PND se sont également nourris des réflexions faites dans le cadre du développement du plan directeur avec la coopération japonaise. Pour dire que l'accompagnement de la JICA à travers ces projets qui s'inscrivent dans le plan directeur s'inscrit parfaitement dans la mise en œuvre du PND aujourd'hui. Entre 2011 et 2013, la JICA a contribué à l'élaboration de la cartographie numérique du Togo à travers des transferts de technologie. Elle a aussi soutenu le projet d'études sur le développement du corridor logistique du Togo. Le 14 novembre, demain donc, les acteurs du monde aérien vont se retrouver pour échanger sur la décision de Yamoussoukro. Une décision qui invite les pays africains à libéraliser leurs espaces aériens. La déclaration de Yamoussoukro a été faite en 1988 et la décision a été vulgarisée en 1999. Notre pays s'est donc lancé dans la mise en œuvre de ces recommandations, mais beaucoup d'autres pays traînent encore le pas. D'où cette journée instituée pour amener les acteurs concernés à s'approprier les biens fondés de la libéralisation de leurs espaces aériens. Les précisions avec ce reportage de Rachel Aokou.
Sécuriser l'espace aérien, rendre serein et sûr le trafic dans le ciel. C'est la recommandation faite aux pays africains par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, en 1988 à Yamoussoukro, marquant alors le début de la mise en œuvre de cette disposition. Et depuis lors, plusieurs pays dont le Togo y ont adhéré pour créer un climat propice à l'expansion des services aériens intra-africains et internationaux. Cette libération a double avantage. Ça permet que les compagnies puissent aller là où elles veulent. Les gens hésitent à libéraliser, pensant qu'ils protègent leur compagnie. C'est une erreur. Ici au Togo, j'ai eu des décisions fermes au plus haut niveau et nous avons libéralisé. Nous sommes cités un exemple. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on comprenne que nous devons encourager nos compagnies à coopérer, à collaborer pour que, quand on décide que le 14, il faut une journée consacrée, c'est pour carrément éviter tout ce qui est encore en train de traîner des pieds, qu'enfin il faut qu'ils comprennent le bien fondé de cette décision de Yamoussoukro. La création d'un marché unique du transport aérien africain est également une des directives de Yamoussoukro. Et le chef de l'État, Faure Essozi-Mnanya Singbe, s'est personnellement impliqué pour faire du Togo une référence en la matière. Notre président a été déclaré par ses pairs champion. Ce n'est pas par hasard, parce qu'ils ont vu qu'au Togo, nous appliquons toutes les décisions en essence mutant, faciliter la connectivité. Il y a l'emploi, les gens parlent de 300 000 emplois directs. Il y a l'économie d'échelle, on parle de 1,5 million de dollars. Il y a la réduction du coût des billets. Les gens ont la possibilité de choisir pour voyager. Il y a le brassage et les hommes d'affaires aiment voyager. Il y a la sûreté et la sécurité. 14 novembre, une journée pour revisiter la décision de Yamoussoukro et définir de nouvelles orientations. Et c'est tout un programme qui est concocté avec à la clé une séance de sensibilisation des acteurs du monde aérien sur leur rôle dans la réussite du processus de libéralisation totale du ciel togolais. Et parlons toujours du transport aérien. La société aéroportuaire de Lomé-Tokwe-Site organise un exercice d'urgence grandeur nature dénommé EPULO 2018. Cet exercice d'évaluation du plan d'urgence de Lomé se déroulera le jeudi 15 novembre 2018 de 7h à 10h à l'aéroport international Nyazingbe et Yadema. L'objectif est d'évaluer la réactivité des différents intervenants, acteurs en situation de crise sur la plateforme aéroportuaire et de mieux les préparer à faire face à des cas d'urgence afin de sauver des vies humaines. Le déroulement de cet exercice est susceptible de perturber momentanément la circulation autour de l'aéroport et de provoquer un mouvement important de véhicules de secours et d'incendie. La direction générale de la SAT invite donc la population de Lomé en général et les riverains de l'aéroport en particulier à apporter leur contribution au succès de l'exercice. Elle les exhorte à rester sereins et à ne pas céder à la panique tout en facilitant les mouvements des véhicules d'urgence. Elle les remercie à l'avance et compte sur la bonne compréhension et le civisme de tous. Combattre la violence armée en milieu scolaire. Les élèves du lycée Agouenivé Centre ont été édifiés sur la question ce mardi. Un club de paix a été mis en place pour faire valoir les notions de paix et de vivre ensemble au sein de l'établissement. Et c'est la première étape d'une sensibilisation portée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Les détails avec Bikiliwe Passaï et Ekoui Salah. Élèves et enseignants ont marqué une pause pour s'informer sur les enjeux liés à la violence relative aux armes légères et de petit calibre. La problématique interpelle plusieurs acteurs et pour permettre à ces élèves de mettre en pratique les conseils reçus, un club de paix et de sécurité est ici mis en place au sein du lycée Agouenivé Centre. Composé de 11 membres, il doit veiller à la quiétude et promouvoir la paix et la cohésion au sein de l'établissement. Nous allons procéder par la sensibilisation
dans les établissements et même hors de l'établissement pour lutter contre ce fléau. Il y a beaucoup de thèmes qui sont prévus. Ces thèmes leur seront confiés et que chaque après-midi, sinon un mercredi sur deux, ce club va se réunir pour préparer les thèmes et au cours des séances, ces clubs vont présenter des exposés comme cela est en train d'être fait par la commission pour faire valoir la culture de la paix, pour que les élèves s'approprient eux-mêmes la notion de la paix. À travers cette sensibilisation, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre entend conscientiser la jeunesse et l'amener à s'approprier les valeurs de solidarité, de paix et de sécurité. Aux États-Unis, vous avez appris en France, un garçon, un élève a porté une arme factice sur son professeur. Donc c'est un début de violence. Et il faut sensibiliser nos enfants, nos élèves sur le port, la détention, l'usage d'une arme à feu. Quand bien même on peut faire du mal avec une arme blanche, c'est-à-dire avec un couteau, avec un bâton, etc. C'est une fonction régalienne de sensibiliser toute la société, en particulier les jeunes enfants, la population des adultes, les parents d'élèves et tous les enseignants. Le lycée Agwenivé Centre est la première étape de cette sensibilisation qui va prendre en compte 9 établissements de la capitale. La commission a 10 jours pour les sillonner. Des villas de haut standing construites à Baguida pour offrir au personnel de la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD un meilleur cadre de vie. La cité BOAD vient ainsi d'être inaugurée ce mardi en prélude à la célébration du 45e anniversaire de cette institution. Et au-delà d'encourager et susciter l'émulation chez le personnel, la réalisation du projet Cité BOAD vient renforcer l'intégration socio-économique dans la sous-région. Et les travaux ont duré 5 ans. Et l'homme Kodjogan et Prudence Zinsou nous font une petite visite guidée de la cité. En plein cœur du canton de Baguida est dressé ce joyau architectural qui fait la fierté du personnel de la Banque Ouest-Africaine de Développement et des populations environnantes. Des villas haut standing connectées au très haut débit Internet par fibre optique. Ce complexe résidentiel de luxe est doté de villas, de commerces, d'espaces verts destinés au personnel de l'institution pour lui offrir un cadre de vie décent. Sur ce site sont également prévus des espaces loisirs de jeux pour enfants sur 8000 m² mis à la disposition de la banque par l'État togolais. La cité BOAD a donc une vocation sociale et vise à permettre à chaque agent de la BOAD d'accéder facilement à la propriété. À la cité BOAD, on peut voir principalement 134 logements. Le type 1, c'est ce que nous appelons communément 2 chambres à coucher et un salon. Type 2, c'est ce que nous appelons type économique. Et ça, c'est 2 chambres à coucher, un salon, mais finalisé complètement. Et puis maintenant, il y a les type 3, type économique, avant les type 4. Maintenant, au niveau du centre de loisirs, vous avez le centre qui est là. Vous avez une piscine, vous avez un terrain de basketball, vous avez un terrain de hand, vous avez une salle de gym et vous avez un grand hall que nous destinons aux manifestations. C'est donc un jour mémorable pour la population du canton de Baguida et le personnel de la BOAD. L'institution sous-régionale marque ainsi le début des activités inscrites au programme de ses 45 ans d'existence. Et déjà, la concrétisation de ce projet s'inscrit dans la dynamique d'accompagner la politique nationale de l'habitat et du développement urbain. Pour l'institution, il s'agit d'œuvrer pour une réelle intégration socio-économique à travers le financement des projets et la pérennité des ouvrages de la cité BOAD reste un défi à relever. Le succès de cette cité dépendra de chacun et de tous. À cet égard, j'invite le syndic de copropriété à assurer une vie en communauté paisible dans le strict respect des règles de bon voisinage et dans le respect scrupuleux des tests du pays d'accueil, le Togo, ainsi que l'entretien des ouvrages communs et l'assainissement du cadre de vie de la cité. La BOAD, notre institution commune, poursuit sa mission première qui est le financement du développement économique des États membres. Demain, elle aura 45 ans d'existence. Depuis le début de ses activités,
opérationnelle. À ce jour, votre banque, avec les ressources mobilisées, tant au sein de l'Union que sur le marché international, a financé 1138 projets pour un montant total de 5 300 milliards de francs CFA dans tous les domaines prioritaires de développement. En ce qui concerne particulièrement le Togo, la banque a financé 178 projets pour un montant total de 682 milliards de francs CFA. L'amélioration du cadre de vie des populations, le gouvernement s'y investit ces dernières années et ce projet cité BEAD vient renforcer les actions déjà entreprises dans cette perspective. Je me félicite donc de la présente action de la banque qui est en ligne avec la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, et la politique du gouvernement visant à satisfaire les besoins des populations vivant sur notre territoire en matière de logement. Ce projet, soutenu par le gouvernement, à travers l'attribution par le gouvernement à la BOAD d'une parcelle de 8000 mètres carrés, les diverses facilités administratives pour sa réalisation et notamment l'exonération des impôts et taxes pour les travaux de voirie et réseaux divers VRD traduisent, s'il en était encore besoin, la ferme volonté du gouvernement de faire de notre pays un hub d'excellence des services financiers et logistiques. La cité BEAD vient transformer le visage de Baguida grâce à son imposante architecture. Les bénéficiaires des logements ont été appelés à mieux collaborer avec les populations riveraines en cultivant le vivre ensemble. Le ministre en charge de la formation civique, Guy Madji Lorenzo, a procédé en fin de matinée à la remise d'attestations aux lauréats de l'appel à projet citoyen 2018. Et les récipiendaires au nombre de 26 sont des organisations de la société civile, ONG et associations dont les projets ont été retenus par rapport à leur pertinence. Les précisions avec Jazinam Baga. En recevant ces attestations, ces responsables des 26 organisations de la société civile retenues à la suite de l'appel à projet citoyen 2018 s'engagent à mener des campagnes de sensibilisation sur des valeurs patriotiques et républicaines sur l'ensemble du territoire national. Leurs projets jugés pertinents portent essentiellement sur le patriotisme, le respect des biens publics et privés, la sécurité routière et la culture de la paix. Ça porte sur l'engagement des femmes à sensibiliser sur la culture de la paix dans les groupes folkloriques, à savoir Akbessé, Bobobo, dans la région de Kévé. Suite au processus électoral qui arrive, les gens ont besoin d'avoir un esprit apaisé pour ne pas rentrer dans la violence et pour que tout se passe dans les normes. Notre projet porte sur la sensibilisation de la sécurité routière et c'est dans la ville de Kara. Les gens ont tendance à ignorer l'existence des casques, le bienfait de ces casques et surtout non seulement les casques mais le port les ceintures de sécurité, l'utilisation des téléphones partout. Donc franchement, ce fléau agace tout le monde, donc il fallait qu'on puisse au moins sensibiliser le citoyen. Cette remise des attestations marque également la phase d'exécution de l'ensemble des projets. Une enveloppe d'une valeur de 1 million à 1 500 000 francs CFA est accordée par le gouvernement à chacun des lauréats pour cette noble mission. Il s'agira d'œuvrer aux côtés des autorités de notre pays à éveiller l'esprit civique et citoyen au niveau de l'ensemble des Togolais, afin de les préparer à une citoyenneté plus active et responsable. Nous devons avoir constamment à l'esprit que nous sommes des citoyens partageant ensemble un espace commun de vie et unis par une communauté de destin. Cet environnement partagé doit être soigneusement entretenu par chacun d'entre nous comme espace de civilité, dans le respect de l'autre, dans sa singularité. Nous devons donc apprendre qu'il est possible d'aimer ce que nous sommes sans haïr ce que nous ne sommes pas.
C'est justement pour y parvenir que la présente politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté a été élaborée. C'est en cela que vous contribuerez à faire de la formation civique et de l'éducation à la citoyenneté un levier d'émergence d'un nouveau type de citoyens épanouis, à même de contribuer au développement durable de notre cher pays, le Togo. Depuis juin 2014, le gouvernement a initié puis adopté la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Il est question pour les plus hautes autorités togolaises d'amener les citoyens à s'approprier et à vivre les valeurs républicaines et à participer activement au processus de développement du pays. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté d'Adjengri dans la Kosa et de Oyem au Gabon. Au revoir.